Salut à tous, j'espère que vous allez bien dans cette période un peu compliquée. Alors on continue évidemment de vous proposer toujours des nouvelles vidéos et aujourd'hui on s'intéresse une nouvelle fois à cet iPad Pro 2020. On va essayer de conclure un petit peu autour de cette tablette, de répondre à trois des principales questions que vous m'avez posées. Déjà, est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que cet upgrade vaut le coup? Et est-ce qu'un iPad est un meilleur choix qu'un ordinateur? Bref, c'est ce qu'on va aller voir dans cette petite vidéo. Bon alors cette année, on peut clairement parler d'évolution mineure. Il n'y a pas de gros changements, on est toujours sur le même form factor, les mêmes tailles d'écran, le même pencil, même la puce à l'intérieur en fait a pas tellement changé, on y reviendra juste après. Alors les nouveautés, on les a déjà vues avec le LiDAR ici, le petit capteur 3D. On a aussi du Wi-Fi 6, on y reviendra juste après, puisque c'est quand même assez intéressant. Mais c'est quasiment tout. Alors une petite remarque quand même, la batterie sur le 11 pouces, elle est 3% plus petite que sur le modèle 2018, alors qu'ici ça n'a pas changé sur le modèle de 12,9 pouces. Donc voilà, ça peut vous faire hésiter entre les deux. Mais c'est vrai que la grosse révolution, elle a eu lieu en 2018. D'ailleurs, on vous a fait une super vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec des illustrateurs. Donc voilà, si vous vraiment vous intéressez à toute la partie pencil, différence avec le pencil d'avant, allez voir cette vidéo puisqu'elle est toujours d'actualité et vraiment elle est très intéressante si vous faites de l'illustration. Bon alors la puce, c'est un petit peu la déception. On s'attendait quand même à un modèle A13X. Apple reste sur de l'A12, donc un processeur de 2018, quasiment le même qu'il y avait donc dans l'iPad Pro de 2018. D'ailleurs au niveau du CPU, vous voyez dans les benches, c'est rigoureusement identique. Il n'y a que sur la partie GPU on gagne un petit cœur supplémentaire apparemment qu'Apple aurait désactivé en 2018. Donc vous voyez que les gains sont quand même assez limités. On est autour de 5-6%, pas vraiment 10-12%. Donc voilà, pas de différence. D'ailleurs, j'ai essayé de faire pas mal de tests dans les jeux, dans des exports vidéo, etc. J'ai quand même trouvé une application, là c'était avec Premiere Rush, voilà, avec un gros fichier, avec un export. Effectivement, le modèle 2020 était un petit peu plus rapide, mais c'est quasiment tout. C'est-à-dire qu'au quotidien, je vous défie vraiment d'arriver à différencier les deux tablettes. Alors, c'est bien pour ceux qui ont acheté le modèle 2018, mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Si vous achetez cette nouvelle tablette, vous dites, bon voilà, on est sur un processeur qui a quasiment 2 ans. Alors, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que cette iPad Pro est jamais à la peine. On a rarement des applications qui exploitent vraiment tout le potentiel de la puce qui est au niveau d'un ordinateur, mais vous savez qu'ici on a plutôt des applications typées tablette. Alors ça dépend quand même, j'ai des lecteurs qui m'ont dit que par exemple sous Lightroom, ils arrivaient à la faire vraiment chauffer et qu'elle se mette à ramer, puisqu'ici il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur, donc il faut attendre qu'elle se refroidisse tout simplement. Et d'ailleurs moi aussi j'ai remarqué qu'en utilisation intensive, non seulement elle chauffe, mais la batterie se vide quand même extrêmement vite et c'est très long à charger. Moi je la recharge au moins une fois par jour quand là je l'utilise énormément comme en ce moment. Et puis dernier point au niveau des perfs, si vous hésitez par exemple avec le modèle 2018, il faut savoir qu'ici on a 6 Go de RAM sur tous les modèles, même sur l'entrée de gamme. Ça c'est hyper cool, si vous chargez plein d'applications à la fois, si vous rechargez plein de tabs dans Safari, ça évite justement de les voir se recharger à l'infini. Donc voilà, ça peut être un argument en faveur du modèle de 2020. Alors une nouveauté dont certains n'ont pas beaucoup parlé autour de cet iPad Pro, mais c'est quand même l'arrivée du Wi-Fi 6. Alors je vous en avais parlé avec l'iPhone 11, c'était le premier appareil à l'avoir, je vous avais beaucoup détaillé cette technologie, donc je vous remets la petite vidéo en fiche ici. J'ai refait des tests avec l'iPad Pro, là on a une connexion gigabit symétrique, donc on peut voir vraiment des gains assez intéressants. Vous voyez que ici on peut atteindre jusqu'à 100-150 mégas supplémentaires, donc c'est vraiment pas rien sur une connexion gigabit. Moi j'ai trouvé aussi que c'était meilleur quand la borne était un petit peu loin, si vous étiez un peu hors de portée de temps en temps. Et puis dernier point sur la connectivité, c'est l'arrivée peut-être de la puce U1 là-dedans. Alors la puce U1, je vous en ai parlé aussi dans la vidéo Wi-Fi 6, c'est une puce qui permet de se repérer dans l'espace, de repérer ses appareils. Là j'ai l'impression qu'elle est désactivée sur celle-là, parce qu'Apple n'en parle pas, mais elle serait à l'intérieur. Donc voilà, à voir un petit peu, peut-être qu'on en saura plus ces prochaines semaines, mais en tout cas ça peut être un argument avec le Wi-Fi 6 évidemment pour opter pour ce modèle de 2020. Voilà, là je vous parle depuis la caméra frontale de l'iPad de 2018. Pourquoi? Puisqu'Apple a changé les micros cette année, donc vous allez voir juste après avec la version de 2020 si le son est meilleur ou pas. Bon alors on passe sur la version 2020, vous voyez que le son est un petit peu meilleur, même si je trouve pas que la différence est vraiment cataclysmique clairement. Par contre c'est vrai qu'au niveau de la caméra ils auraient pu changer 2-3 trucs, par exemple la mettre en haut et pas la mettre sur le côté, puisque là on met tout le temps le doigt dessus, c'est quand même assez pénible. En plus c'est aussi la caméra pour Face ID, donc je suis tout le temps en train d'essayer d'enlever le doigt quand vous faites des achats sur l'App Store et tout. Je trouve ça un petit peu galère, puis même vous voyez je vous regarde pas vraiment en face alors que je regarde bien l'écran, mais comme la caméra est sur le côté, c'est pas top et la qualité est pas aussi dingue, on est toujours en 1080, voilà, maintenant on aimerait de la 4K, on aimerait aussi un plus grand angle comme sur l'iPhone 11, donc c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas fait des progrès à ce niveau. Bon c'est vrai, on n'achète pas un iPad pour faire de la photo et de la vidéo, même si en entreprise, pour scanner des documents, des fois ça fait office aussi de petit appareil photo d'appoint, donc c'est quand même pas mal d'avoir un bon capteur. Alors là on reste sur du 12 mégas comme sur l'iPhone. Le grand angle lui en revanche, donc qui débarque cette année, c'est quand même la grosse nouveauté, il est que à 10 mégas, donc voilà, il est un peu de moins bonne qualité, il a une moins bonne ouverture aussi, mais je dirais que ça suffit pour faire de la réalité augmentée par exemple. Alors par contre, chose étonnante, il n'y a pas de mode portrait, alors que voilà, sur ce modèle là il est disponible, donc ça je comprends pas, peut-être que ça va arriver après, comme c'est essentiellement logiciel. Il n'y a pas aussi de stabilisation optique, y compris sur le capteur principal, ça c'est dommage pour faire de la réalité augmentée, pour faire de la vidéo, d'autant que ça filme quand même en 4K à 60 images, donc là par rapport à un iPhone 11 c'est difficilement exploitable quand on marche par exemple dans la rue.
Et puis il manque des petites choses, par exemple on peut pas changer aussi la résolution, vous savez, en tapotant sur l'écran comme sur l'iPhone. Là ils l'ont pas mis sur l'iPad, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, on a toujours par exemple la caméra frontale qui peut faire du mode portrait, mais je dirais que sur la caméra dorsale, moi je m'attendais quand même à des améliorations, hein, quitte à changer un petit peu le bloc optique, autant apporter tout ça, d'autant que la stabilisation par exemple était présente sur les modèles d'avant. Voilà, c'est un petit peu dommage, peut-être qu'ils le feront sur la prochaine génération. Bon, la seule grosse nouveauté, je vous ai déjà fait une vidéo avec Belinda là-dessus qui est très détaillée, c'est le LiDAR, donc ce petit capteur en 3D. Je vous ai fait aussi un article écrit qui explique un petit peu le fonctionnement, quel type de capteur ils ont mis à l'intérieur. Alors clairement pour moi c'est pas du tout un argument de vente pour les gens qui vont acheter cette tablette. Par contre ça peut quand même servir dans certains domaines. Par exemple si vous êtes en architecture pour scanner par exemple des pièces en 3D, là il peut y avoir des applications assez intéressantes. Dans le domaine du jeu vidéo aussi bien côté développeur que si vous êtes un joueur, hein, pour se repérer dans l'espace, ça peut être assez sympa. Dans des domaines aussi très B2B, très pro, par exemple dans un musée pour repérer un certain nombre de choses, par exemple à l'écran, voilà, repérer certains objets, ça peut être voilà, des nouvelles formes finalement d'utilisation de l'iPad, mais c'est vrai que pour la plupart des gens, je vois pas ça comme un argument, mais c'est sympa de l'avoir. On se dit voilà, pour le même prix finalement, ils nous ont mis un petit capteur 3D, potentiellement, il peut y avoir quand même des applications assez rigolotes là-dessus. Alors un petit mot sur tout ce qui est clavier souris, puisqu'il y a pas mal de choses qui ont été annoncées. Déjà Apple a lancé, enfin va lancer puisqu'il sort qu'en mai, un nouveau Magic Keyboard, donc j'en avais déjà parlé. C'est un clavier qui comble un peu tous les défauts de ce modèle-là, puisqu'on va avoir des vraies touches, on va avoir un trackpad, c'est quand même la grosse révolution. On pourra l'incliner dans tous les sens. Bref, il comble vraiment tous les défauts de ce modèle. Vous aurez même un petit port USB pour le charger quand vous avez un dock par exemple branché au bout. Donc voilà, moi j'ai vraiment hâte de le recevoir. On va le tester évidemment sur la chaîne. Faut savoir aussi que Apple a sorti la mise à jour 13.4 qui prend mieux en charge donc les trackpads et les souris, mais ça c'est pas spécifique à l'iPad Pro, hein, c'est valable sur tous les produits. Et je vous ai fait donc une petite vidéo dédiée à ça, donc n'hésitez pas à aller la voir. Vous pouvez bien sûr le tester déjà avec vos iPads, hein, si vous avez un iPad, mais si vous n'en avez pas encore, allez jeter un petit coup d'œil puisque c'est quand même assez intéressant. On peut vraiment exploiter tout le potentiel donc des trackpads et des souris sur ces nouveaux iPads. Bon, on arrive à ce fameux débat iPad Pro ou MacBook. Il y a pas mal de gens qui me demandent, beaucoup des étudiants d'ailleurs, s'il faut acheter un iPad Pro ou plutôt un MacBook Air. Alors déjà, moi je trouve que c'est un faux débat si vous êtes dans des domaines assez pointus. Par exemple, la programmation. Ici, on peut pas compiler sur une tablette comme ça. Le graphisme, voilà, il manque beaucoup de logiciels. On peut pas connecter plein d'écrans et tout. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Le montage vidéo, alors on peut faire des petits montages. Mais pareil, si vous voulez mettre des écrans externes, connecter des disques durs, décharger des cartes SD et tout, c'est vite la galère. Et puis au niveau applicatif, on n'a pas le même Excel. Par exemple, il n'y a pas de macro dans les Excel ici, donc vous pouvez pas faire de la programmation entre guillemets Excel. C'est quand même assez pénible. Le Photoshop, c'est absolument pas le même. Il manque plein d'applications sur cet iPad et même le système est assez bridé. Hein. Quand vous connectez des écrans, vous n'avez pas un bureau étendu comme sur le Mac. Donc voilà, le Mac, ça reste quand même plus polyvalent, plus productif. Et quand vous avez un usage comme ça avancé, pour moi, il n'y a même pas de débat. L'iPad n'est pas du tout au niveau d'un Mac. Alors pour autant, dans des métiers dits d'informatique légère, par exemple pour annoter des documents, pour répondre à des mails, pour des présentations, chez les étudiants, ceux qui font surtout de la prise de notes, de la messagerie, un petit peu Netflix le soir, qui ont un vrai usage hybride en fait, tablette informatique, moi je trouve que l'iPad Pro, il est vraiment très intéressant, même pour les illustrateurs. Alors des fois les illustrateurs, ils aiment quand même avoir le Mac à côté, mais maintenant il y a des programmes comme Procreate qui sont quand même très avancés. On peut faire énormément de choses, on peut se connecter à des serveurs et tout, donc c'est plutôt pas mal. Méfiez-vous par contre si vous êtes en école d'ingé, si vous faites des maths, de la physique, de l'informatique, voilà, tous ces domaines-là, vite assez pointus, où il y a des applications comme MATLAB et tout qui sont assez spécifiques, voilà, c'est quand même pas du tout conseillé. Par contre, si vous faites de la médecine, de la psycho, vous avez des petits schémas à noter, pour moi c'est vraiment un bon argument aujourd'hui. Il y a quand même une offre logicielle assez suffisante et puis surtout l'outil est agréable, il est assez léger, il peut vraiment être utilisé très bien en mode tablette, mais aussi maintenant on peut faire de la bureautique correctement. Mais après la question aussi c'est est-ce qu'un iPad Air ça peut pas vous suffire finalement, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Alors il n'y a pas de port USB-C, voilà, il y a des choses qui fonctionnent un petit peu moins bien, c'est un peu moins bien pour le stylet aussi, mais voilà, pour de la petite bureautique ça peut suffire aussi, hein. On peut connecter des souris, des claviers, même se connecter au serveur. Alors attention, il y a aussi des limitations. Donc voilà, prenez bien en compte les usages que vous allez avoir, surtout dans quelques années, surtout si c'est votre machine principale. Alors il y a quand même deux points qui sont souvent, je trouve, négligés quand on hésite entre un Mac et un iPad. Déjà, c'est le prix. Il faut savoir quand même que ici, effectivement, on est un peu moins cher qu'un Mac, mais vous rajoutez le stylet, le trackpad, la petite housse avec clavier, même si chez Logitech, là, il y en a qui sont un peu moins chers, et ben, on arrive quand même à des tarifs assez élevés. Des fois, on dépasse le prix d'un MacBook Air, donc c'est pas forcément intéressant sur le plan financier. Et puis, il y a pas mal de gens qui vont avoir un usage extrêmement bureautique de ces tablettes, et ça, je trouve ça assez bizarre, puisque finalement, un iPad, c'est pas tellement fait pour faire ça. C'est-à-dire que une fois que vous allez mettre un clavier,
Déjà, il va peser beaucoup plus lourd, des fois même peut-être plus lourd qu'un MacBook Air, ou au moins le même poids, donc ça perd déjà cet intérêt d'ultra mobilité de la tablette. Et surtout, ça vacille pas mal quand vous l'avez sur les genoux, tout le poids est sur la partie tablette, du coup c'est beaucoup moins stable. Alors on verra avec le clavier d'Apple s'ils ont changé quelque chose, mais le clavier d'Apple il risque d'être assez lourd, il risque d'être quand même assez cher, donc vous voyez qu'on n'est pas forcément très compétitif sur ces deux aspects face à un MacBook. Voilà, je pense que vous avez compris qu'il n'y a pas de réponse universelle. Il y en a pour qui le Mac sera inégalé, il y en a pour d'autres pour qui l'iPad finalement est un bon compromis, et je peux tout à fait le comprendre suivant les usages. Donc c'est vraiment à vous de voir quelles applications vous avez besoin, quels usages vous allez avoir d'ici ces prochaines années. Est-ce que la frappe, la bureautique c'est plus important que l'usage tablette? Donc là il n'y a vraiment que vous qui puissiez répondre à cette question. Bon, alors si on résume, c'est vrai qu'on est face à un modèle qui évolue quand même pas beaucoup au niveau des performances, c'est quasiment le néant. On a ce lidar mais qui est quand même pas vraiment utile, il faut bien le reconnaître. Par contre on a le Wi-Fi 6, pour moi ça peut être quand même un argument, gagner 20% de débit, être tourné un peu plus vers l'avenir, mais qu'à moitié, puisque si vous optez pour la version cellulaire, ici on n'a pas de 5G, donc c'est toujours une version 4G, donc voilà, ça peut être un petit peu handicapant d'ici 2-3 ans. Au niveau des claviers, ça vaut pas tellement le coup de prendre le 2020 puisque les claviers Apple sont compatibles avec les modèles de 2018. En fait, il risque d'y avoir une vraie nouvelle tablette d'ici la fin de l'année, d'ici peut-être un an, avec du mini LED, donc pour avoir un meilleur écran, avec un processeur plus rapide, la 14X, dérivé du processeur de l'iPhone 12, peut-être plusieurs ports USB, là je rêve peut-être aussi. En tout cas, si vous voulez pas mettre trop d'argent, il reste le Refurb. Regardez les prix, 759 € en 11 pouces, 779 €. Alors attention, c'est des versions 64 Go, ici on démarre à 128. Donc voilà, pour 150 balles de plus, ça vaut peut-être le coup d'avoir 128 Go, d'avoir le Wi-Fi 6. Là, c'est vraiment en fonction de votre budget. Et puis dernier point, 11 pouces ou 13 pouces. Alors moi, clairement, si c'est votre machine principale, n'hésitez pas, prenez le 13 pouces. Le 11 pouces, je trouve que c'est plus pour un usage ponctuel, en complément du Mac, c'est idéal, c'est beaucoup plus compact, mais beaucoup moins sympa si vous devez passer toute la journée dessus. Voilà les amis, j'espère que toutes ces vidéos autour de l'iPad Pro 2020 vous auront plu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous ai mis aussi tous les petits liens pour acheter cette tablette au meilleur prix. Bien sûr, on like, on s'abonne à la chaîne, on télécharge nos applis, puisque là, pendant le confinement, on continue de travailler. Toutes les 30 minutes, vous avez de l'actualité sur le site, sur nos applications mobiles. Et puis nous, on se retrouve sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. There goes a sight from my soul.